Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit un papyrologue. Bonsoir Jean-Luc Fournet. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes professeur au Collège de France sur la chaire Culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Alors, beaucoup de celles et ceux qui nous regardent ce soir découvrent peut-être ce métier, papyrologue. Qu'est-ce qu'un papyrologue ? Un papyrologue, c'est celui qui étudie des papyrus. Alors, en disant cela, évidemment, je ne vous surprendrai pas. Simplement, il faut que je précise que nous étudions les papyrus grecs, car l'Égypte, puisque c'est là qu'on trouve essentiellement les papyrus, n'a pas été que pharaonique. Et à partir de l'arrivée d'Alexandre au IVe siècle avant, jusqu'à au moins la conquête arabe au 7e après, eh bien, l'Égypte était de langue grecque. Et donc, on a découvert des dizaines de milliers de papyrus grecs. Et c'est ce que nous étudions. Et quand je dis papyrus, je devrais aussi préciser que nous ne travaillons pas que sur les papyrus, mais sur tous les documents écrits. Par extension. Voilà, donc les parchemins, les tablettes de bois, etc. Alors, qui dit papyrus, en effet, pense à l'Égypte antique. Vous l'avez dit, c'est bien plus que ça. On va y revenir à travers notamment une exposition que vous êtes en train de préparer. Ça avance très vite. Mais d'abord, on a tous aujourd'hui un téléphone portable, un smartphone. Il y a ces nouvelles technologies qui ont changé le cours de nos vies. Il y a des inventions par le passé qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Le papyrus est une de ces inventions. En quoi ça a bouleversé la civilisation ? Effectivement, l'écrit est quelque chose de fondamental. Et toutes les institutions qui se sont développées ont eu besoin de l'écrit. Et donc, le papyrus est d'un de ces supports qui, inventé en Égypte, a à un certain moment connu une popularité qui a fait qu'il s'est répandu dans tout le monde méditerranéen. Rappelons d'ailleurs que le papyrus poussait en abondance au départ dans les marais du Nil, c'est ça exactement, fait, hein. Exactement. Et donc on a inventé le papyrus. Quand je dis le papyrus, c'est le papier de papyrus. D'ailleurs, notre mot papier vient du mot papyrus. On l'a inventé en Égypte et petit à petit, cette découverte étant, disons, assez extraordinaire, elle s'est répandue dans le Moyen-Orient et dans tout le monde classique, dans tout le monde méditerranéen. En grec, papyrus, c'est biblos. Ça a donné la ville libanaise. C'est-à-dire que non, alors c'est complètement ça a donné la Bible. C'est-à-dire qu'en fait, le mot biblos, qui signifie le papyrus, a donné le mot français Bible, puisque c'est le livre en fait par excellence. Et par ailleurs, l'autre mot qui était utilisé en grec pour désigner le papyrus, c'est-à-dire papyros, a donné notre mot papier. Ouais, et il y a bibliothèque notamment, fascinant. Et bibliothèque, etc. Alors, le plus ancien manuscrit connu à ce jour ? Alors ça dépend, là encore, des langues. En fait, le plus ancien papyrus que l'on ait découvert, il a été découvert d'ailleurs par un Français il n'y a pas très longtemps, Pierre Talley. Il s'agit d'un papyrus datant de Khéops, l'époque de Khéops. Moi, je travaille sur des époques beaucoup plus récentes, comme je vous le disais, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et le plus récent, alors ? Et le plus récent, en fait, c'est un support qui disparaît au XIe, XIIe siècle. D'accord. Voilà. Alors, vous avez retrouvé pour nous, et on vous en remercie, les images de votre première découverte. On regarde. Nostalgie. Voilà le papyrus qui est sorti de la fouille hier. Petit rouleau. Maintenant, je vais le mettre entre deux feuilles de buvard humide. Je pense que maintenant, il doit être suffisamment humide pour pouvoir le déplier entièrement. Et on découvre un superbe texte grec. Bon, vous l'avez à la maison dans une cassette VHS, on imagine. Vous avez dit nostalgie juste avant qu'on lance l'extrait. Peut-être qu'on a un petit peu entendu. Racontez-nous, c'était quand ? C'était où ? Dans quel cadre ? En 1992 ou 13. Et voilà, ce sont mes premières fouilles. Lorsque j'étais jeune membre scientifique de l'Institut français d'archéologie orientale. Et là, donc, je suis sur un site archéologique qui est dans le désert,
à la périphérie de l'oasis du Fayoum, qui est à une centaine de kilomètres du Caire. Ouais. Et on était en train de fouiller, on a découvert donc ce papyrus, et j'étais en charge de la restauration, puisque on trouve ces papyrus qui sont déchiquetés, qui sont repliés, etc., plein de poussière dans la terre. Et donc, après, il y a tout un travail de restauration, comme vous pouvez le voir, où il faut les ouvrir, il faut les reconstituer. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes tombé sur une pièce rare, là, à ce moment-là ? Disons que c'est déjà une pièce en très bon état. Après, quand j'ouvre un papyrus, je ne sais pas toujours les surprises qu'il va pouvoir me réserver. Ce n'est qu'un des 100 ou 200 papyrus trouvés lors de cette campagne de fouilles. Hein. Donc c'est... Alors, il y a cette exposition que vous préparez. Elle s'intitulera d'ailleurs de... Alors, l'Égypte dans tous ses états, mais état avec un E majuscule, de Cléopâtre à Clovis. Et le but, c'est un peu de montrer que les papyrus, ce n'est pas juste lié dans l'esprit du grand public, papyrus égale Égypte. C'est ça. Or, nous voulons montrer à travers cette exposition que non, le papyrus a été le support de l'écrit, comme je le disais tout à l'heure, dans l'ensemble du monde méditerranéen. Et donc, nous avons eu la chance de pouvoir emprunter des pièces tout à fait extraordinaires du Louvre, de la Bibliothèque nationale de France, des archives nationales, qui permettront aux visiteurs de... On voit déjà en avant-première, d'ailleurs, ce qu'on pourra voir à cette exposition à l'écran. J'aimerais peut-être qu'on s'arrête sur un autographe, une signature autographe, c'est ça, de Clovis ? Alors, exactement. Vous savez que nous avons ici de véritables trésors papyrologiques à Paris, aux archives nationales, puisque les premières grandes chartes de la royauté française sont ici sous forme de papyrus. Et là, vous voyez à l'écran une charte qui fait partie donc de cette collection des archives nationales. Et nous aurons 2 chartes dans cette exposition, une de Clovis II et une autre un peu antérieure de Dagobert, avec des signatures autographes de Dagobert. Justement, vous l'avez cité, le roi Dagobert. On va la voir, l'image, elle est là. Voilà, donc on peut voir la signature autographe de Dagobert, qui se trouve dans le petit encadré à droite. Le papyrus que vous avez montré avant montrait aussi la signature de Saint-Éloi, par exemple. Donc des personnages qui parlent, disons, aux Français. Ouais. Et ce sont des pièces exceptionnelles qu'on ne voit jamais et qui pourront être admirées lors de cette exposition qui, si tout va bien, devrait avoir lieu en septembre-octobre 2021 dans le cadre des Journées du patrimoine au Collège de France. Où ? Au Collège de France ? Au Collège de France, voilà. Alors, votre leçon inaugurale vous remonte à 2015-2016, votre leçon inaugurale ? Oui, voilà, je crois janvier 2016, effectivement. Ouais. Alors là, chapeau, parce que vous arrivez vraiment à nous passionner pour le sujet, ce qui n'est pas forcément évident. Mais vous allez jusqu'à dire que le papyrologue, c'est un métier d'avenir. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent, si vous pouviez susciter des vocations, pourquoi dites-vous que c'est un métier d'avenir ? Parce qu'en fait, il y a encore énormément de papyrus à découvrir. Alors soit, comme vous l'avez vu sur ces images, en faisant un peu l'Indiana Jones, en allant sur le terrain, en fouillant et en trouvant des papyrus, soit en allant dans les collections, les bibliothèques, puisque depuis le 19e siècle, les grandes collections, les grands musées ont acquis des papyrus qui sont pour la plupart inédits. Et donc, il y a énormément de travail à faire. C'est un métier d'avenir dans le sens où c'est une documentation qui n'est pas fermée, qui n'est pas éteinte. Il y a encore beaucoup de papyrus à découvrir. Et à travers ces papyrus, évidemment, 1000 choses à reconstituer. Est-ce qu'il y a le Graal, une pièce, quelque chose que vous voudriez absolument découvrir ? Écoutez, je me refuse à avoir ce type de pensée. Ce qui est bien justement dans la papyrologie, c'est que on ne fait pas dans le spectaculaire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, chaque pièce est une petite tranche de vie d'individus inconnus. Et c'est justement en accumulant ces tranches de vie que l'on arrive à reconstituer la vie des anciens. Donc je dirais que c'est plus par le côté intime et anodin qu'on arrive à mieux connaître notre passé. Et comment est née cette passion chez vous pour en avoir fait votre métier ? Cette passion, en fait, elle est venue d'un très mauvais livre que j'ai lu lorsque j'étais encore à l'école primaire sur le mystère des pyramides, livre que j'ai refermé en disant « je serai égyptologue », sauf qu'entre-temps, j'ai découvert le grec, qui est une langue extraordinaire, magnifique. Et donc, j'ai tenu, lorsque j'ai passé mon baccalauréat, à maintenir ces 2 passions, à trouver, disons, un moyen de combiner à la fois le goût pour l'Égypte et le goût pour le grec. Ce sont les papyrus. Et les qualités requises pour être un bon papyrologue ?
La maîtrise des langues, on imagine. La maîtrise des langues, il faut bien grec, connaître arabe. le latin, le grec surtout, et le latin, puisque c'est aussi une langue que l'on trouve attestée dans les papyrus pendant la période dont je parlais tout à l'heure. Voilà, les langues, ça c'est capital, effectivement. Et puis un certain goût aussi pour l'inconnu, pour des textes qui sont abîmés, avec des trous, qu'il faut reconstituer. Voilà, il y a un aspect aussi très ludique dans le travail du papyrologue. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous utilisez les nouvelles technologies, on imagine. Tout à fait. Tout à fait. Non seulement on utilise les nouvelles technologies, mais en plus, je dirais que Internet et la mise en ligne des images des collections papyrologiques a complètement révolutionné notre façon de travailler. Pour des raisons toutes simples, c'est que souvent les papyrus sont découverts de façon clandestine ou ont été découverts de façon clandestine et achetés par les collections à la fin du 19e ou au début du 20e. Et la même pièce pouvait se trouver démembrée avec un morceau à Londres, un autre à Berlin. Et donc le travail du papyrologue, c'est aussi de reconstituer ce puzzle. Et je dois dire que les nouvelles technologies et surtout Internet nous a beaucoup aidés. Merci beaucoup Jean-Luc Fournet, professeur au Collège de France sur la chaire culture écrite donc de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Merci d'être venu.